25 et c'est l'heure de notre grand débat. Chasse, une loi protectrice. Thanaise Aspinard, c'est à vous. Oui, Renaud, le 27 septembre prochain, les Suisses sont notamment appelés à se prononcer sur la loi sur la chasse. Un objet qui a occupé le Parlement durant 3 ans avec des débats parfois enflammés et qui au final a été soumis au référendum. La question de la régulation du loup a beaucoup été thématisée, mais cette loi est en réalité bien plus large. Elle traite de la chasse, mais aussi de la protection des mammifères et des oiseaux sauvages. Alors à un mois du vote, on en débat ce soir avec 4 invités. Du côté des partisans de cette nouvelle loi, Simone de Montmelin, bonsoir. Bonsoir. Conseillère nationale PLR Genevois, c'est James de Riva, chasseur et président de la Diana de Martinique. Bonsoir également. Bonsoir. Et du côté des opposants, Sarah Pearson-Perez, secrétaire romande de ProNatura. Bonsoir. Bonsoir. Et Christophe Cliva, conseiller national Vert Valaisan. Bonsoir également. Bonsoir. Camille Degotte, bonsoir aussi. Vous êtes avec nous ce soir. Vous êtes une de nos correspondantes parlementaires et vous allez nous accompagner en fil de ce débat. Tout d'abord, c'est quoi le point de départ de cette nouvelle loi sur la chasse ? Bien, vous l'avez évoqué, finalement, à l'origine, il y avait le loup et la question de sa cohabitation avec l'être humain. En fait, on voulait trouver une solution pour mieux le réguler. Il faut dire que la loi actuelle date de 1986, époque où le loup avait disparu des forêts et des montagnes helvétiques. Aujourd'hui, environ 80 à 100 individus, comme on dit, vivent sur le territoire suisse. On ne sait pas vraiment combien de louveteaux on est cet été. Ça veut dire au moins 10 meutes, 7 dans les Grisons, 3 en Valais et dans le Jura vaudois. Des débats fleuves, beaucoup d'émotions, des centaines de pages de comptes rendus. Voilà comment se sont passés les débats sur cette modification de loi au Parlement. Résultat, la loi permet de réguler plus facilement le loup et dans la foulée, d'autres points ont été adaptés. Et du coup, Camille, c'est où que ça coince ? Bien, les opposants dénoncent un affaiblissement général de la protection des espèces. Le lynx et le castor, par exemple, pourraient se retrouver sur cette liste des espèces qu'on peut protéger, mais qu'on peut réguler, comme le loup. Donc, c'est le Conseil fédéral qui peut prendre cette décision en contournant le Parlement et le peuple. Et puis, il y a des animaux que la loi n'évoque pas alors qu'ils sont en danger, comme le lièvre brun ou la bécasse des bois. Partisans et opposants n'arrivent finalement pas vraiment à se mettre d'accord sur les solutions pour préserver la biodiversité. Merci Camille, on vous retrouve dans quelques minutes. Alors, Simone de Montmelin, tout d'abord, un mot sur le loup. La loi actuelle date d'avant le retour du loup en Suisse, mais aujourd'hui, on peut déjà le tirer. Pourquoi il y avait besoin d'une actualisation de la loi ? Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience de la responsabilité des cantons dans la gestion et la régulation des espèces. En particulier pour cette espèce-là, le loup, un grand prédateur, qui doit pouvoir être accepté par la population et qui doit donc pouvoir aussi avoir une certaine possibilité d'être régulé lorsque la situation l'exige. Et ça, c'est la nouveauté de cette loi, c'est donner aux cantons la responsabilité non seulement d'exécuter les lois fédérales, mais aussi de rendre plus acceptable pour la population la vie avec la faune sauvage et en particulier avec les grands prédateurs. Christophe Cliva, la régulation du loup est importante, personne ne le nie, pour lutter contre les attaques de troupeaux de moutons ou de chèvres, par exemple. Selon vous, il ne faut pas venir davantage en aide aux paysans en permettant de les abattre de manière plus facile ? Mais si, bien sûr qu'il faut soutenir les éleveurs. Je crois que ça a été précisé dans le reportage introductif. Le problème avec cette loi, c'est pas la partie sur la régulation du loup, c'est qu'en fait, le Parlement a profité de ce point de départ qui était demandé par la motion Engler pour élargir, en fait, pour dire, bon, tant qu'on y est, on va profiter de diminuer les statuts de protection. Ça a été évoqué, le castor, le lynx, par exemple. Respectivement, on ne profite pas de la révision pour protéger des espèces qui, aujourd'hui, sont chassables alors qu'elles sont sur la liste rouge et qu'on sait qu'elles risquent de disparaître. Très bien, mais il y a aussi cette possibilité de tir préventif pour le loup. Ça, c'est une ligne rouge, selon vous, à ne pas franchir ? Alors, je pense que pour beaucoup, c'est une ligne rouge, c'est-à-dire que cette idée de dire, finalement, si on a un animal qui a un comportement qui attire l'attention, on peut le tirer avant qu'il fasse des dégâts. Je crois que ça laisse quand même assez largement place à l'arbitraire. James de Riva, des tirs préventifs, justement, oui, je cite, dans la loi, c'est marqué un comportement attirant l'attention. Est-ce que c'est pas trop subjectif, selon vous ? On pourrait aller vers des dérives ? Les comportements vont être clairement définis dans l'ordonnance qui est en cours de consultation jusqu'au 9 septembre. Par rapport au chasseur, le chasseur, il est clair que le chasseur ne voit pas le loup comme un concurrent. Il est conscient qu'il va devoir vivre avec, il est revenu. Et le chasseur ne veut pas et ne souhaite pas tirer le loup. Simplement, nous voulons pouvoir vivre en harmonie avec toutes les espèces qui sont présentes dans nos biotopes, que ce soit des animaux de rente, que ce soit le gibier et le loup. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir
pouvoir faire des tirs préventifs. Vous parlez de la volonté des chasseurs. Sarah Pearson-Perret, est-ce que c'est suffisant pour protéger suffisamment le loup, ou est-ce que les cotels, typiquement, il faudrait un préavis de l'Office fédéral de l'environnement pour pouvoir tirer les loups? Est-ce que c'est suffisant? Alors, écoutez, très clairement, en fait, il faut prendre en compte toute la complexité de la gestion de la population d'un loup. Donc, laisser ça simplement au canton aux chasseurs, c'est un vrai problème pour nous. C'est pas une question de ne pas faire confiance aux chasseurs. Je pense que je vous donne tout à fait raison. Il y a des chasseurs qui ont tout à fait une fibre naturaliste et ont envie de vivre en bonne harmonie, entre guillemets, avec la faune. Mais là, c'est un peu trop dangereux, effectivement, de ne pas laisser la Confédération réguler les populations au niveau national. James de Riva, vous voulez réagir? Par rapport à ce qui vient d'être dit, il est clair que le chasseur ne pourra pas tirer le loup. Les tirs préventifs se feront par des gardes, c'est clairement défini dans la loi. Et d'autre part, ce ne sont pas les chasseurs ou le canton qui va décider, ou les gardes-faunes qui vont décider quand ils tireront des loups. Ce sera une décision qui sera faite selon des critères bien précis. L'Office fédéral de l'environnement pourra réagir. Le droit de recours des associations écologiques sera maintenu. Donc il n'y a pas de gros changements. Et pour l'instant, ce qui est dit par le côté référendaire tient plus du mensonge que de la justice. Christophe Liva. Je vais quand même réagir parce qu'en fait, la terminologie a changé. Aujourd'hui, c'est l'Office fédéral de l'environnement sera entendu, alors qu'aujourd'hui, il peut effectivement vraiment participer à la décision. Sur le fond, la question de la reprise en main de la gestion des espèces sauvages par les cantons pose cette question fondamentale de est-ce que finalement ça fait sens d'imaginer 26 systèmes différents en Suisse pour évidemment des espèces qui connaissent pas les frontières cantonales. Et l'autre question, c'est qu'il faut quand même avoir des connaissances, des savoir-faire, et on peut se poser la question si tous les cantons l'ont, respectivement, et je peux le dire quand même en tant que Valaisan, on sent bien qu'en Valais... Ça, on y viendra tout après. à l'heure, mais on voilà, va y venir. On va prendre point par point parce que la loi est déjà assez compliquée comme ça, si ça va pour vous. Mais vous le disiez avant, Christophe Liva, au-delà du loup, il y a la question des autres animaux protégés. Selon vous, cette nouvelle loi, elle protège pas suffisamment ces animaux? Non, c'est vraiment ce qu'elle pose problème. J'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment pas le fait qu'on doive réguler davantage le loup. Ça, c'est vrai, ça a changé la situation. Mais par contre, c'est inadmissible, alors qu'on est en train de parler aujourd'hui de 6e extinction de masse au niveau scientifique, de dire on va avoir une loi qui diminue la protection de la biodiversité, la protection des espèces sauvages en 2020. Et c'est vrai que il y a le statut de protection des animaux, certains animaux qui sont diminués. Respectivement, on ne profite pas de cette révision pour justement mieux protéger des espèces qui risquent de disparaître dans ces prochaines années. Simone de Montmollin, pour l'instant, on ne profite pas de cette révision pour justement mieux protéger des espèces qui risquent de disparaître dans ces prochaines années. Simone de Montmollin, pour l'instant, oui, parmi les animaux régulables, on repart avec une liste longue comme un jour sans fin. Voilà, déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, la compétence est dans les mains du Conseil fédéral de pouvoir désigner une espèce chassable. Le Parlement n'a rien à dire. Dans la loi actuelle, le Conseil fédéral peut décider d'allonger la liste des animaux chassables et donc pourrait décider sur la base d'éléments scientifiques que certaines doivent être régulées. Deuxièmement, la nouvelle loi, celle que nous allons, j'espère, valider le 27, prévoit des protections plus importantes. Il y a des espèces qui étaient chassables qui ne le sont plus, notamment parmi les canards sauvages. Il y a des espaces durant lesquels certaines espèces peuvent être chassées, qui seront raccourcies. Et il y a surtout, parce qu'on fait le procès du tir préventif du loup, mais il y a surtout dans cette loi d'autres mesures qui seront non seulement soutenues, mais favoriser, que les cantons pourront mettre en œuvre pour coordonner leurs efforts de surveillance, de prévention, de médiation, de protection des environnements naturels qui aujourd'hui sont effectivement de la compétence des cantons sur la base de leurs possibilités, de leur volonté propre. Aujourd'hui, il y aura avec cette nouvelle loi aussi des exigences, notamment sur les couloirs, les corridors faunistiques qui obligeront une certaine coordination. Par ailleurs, les mesures, ces mesures, elles sont pas nouvelles, elles sont pas moins restrictives. La seule crainte, c'est que ce soit les cantons qui doivent pouvoir les interpréter. Mais là, les droits de recours existent, ils restent, ils seront même, je dirais, ce sera même de la responsabilité des cantons de faire leur loi d'application pour dire comment ils entendent pouvoir définir le moment où un tir de prévention doit être mis en œuvre. Donc je crois qu'il ne faut pas
avoir peur de cette nouvelle dynamique. Elle a de nombreux avantages. Sarah Pearson-Perret, vous faites partie des associations qui ont lancé ce référendum. Votre crainte, justement, c'est que cette liste d'animaux régulables s'allonge. On parle d'animaux protégés. C'est-à-dire que pour nous, c'est très clair. Donc, en tant qu'organisation de protection de la nature, toutes les organisations aussi de protection des animaux disent clairement, ensemble, ils ont fait l'analyse, que cette loi, c'est un affaiblissement de la protection des espèces en Suisse. Et on a beau essayer de dire que c'est pas vrai, c'est vrai. C'est un affaiblissement effectif de la protection des espèces en Suisse, et ce n'est pas une réponse digne, comme l'a déjà dit M. Kliva, à la situation actuelle auquel on doit faire face. James Deriva. Alors clairement, on entend parler d'affaiblissement de la protection des espèces. C'est de nouveau un argument qui est faux et qui est léger. Non, c'est pas on faux. A 15 Je suis désolée, espèces, c'est on a vraiment 15 pas faux. espèces de canards. On entend parler d'affaiblissement de la protection des espèces. C'est de nouveau un argument qui est faux et qui est léger. Non, c'est pas On faux. a 15 Je suis désolée, espèces, c'est on a vraiment 15 pas faux. espèces de canards qui sont protégés avec sur de Entendu, ces protection arguments. de pas vrai. certains oiseaux pour pouvoir leur permettre d'avoir des plus grandes périodes de nidification. Tout était clair. Il faut être très factuel avec les éléments qui sont définis dans la loi pour que les auditrices et les auditeurs aujourd'hui puissent se faire un avis qui est clair. Voilà, Sarah si on veut être Pearson-Perret, factuel, c'est très bizarre quand même que des espèces qui sont très menacées comme le lièvre ne soient pas en fait simplement enlevées de la liste. Donc ça, c'est pour être factuel. Deuxièmement, pour parler des canards, parce que c'est toujours l'exemple qu'on nous amène, il faut savoir que les canards qui sont chassés donc sur la liste actuelle, le 98% en fait continueront à être chassés. Il faut voir que les canards qui sont chassés donc sur la liste actuelle, le 98% en fait continueront à être chassés. Donc en fait, c'est pas vrai du tout. Tous les canards, on est dans les détails, là. oui, non, mais j'aimerais quand même dire 98% de tous les canards qui sont chassés en Suisse sont les 3 qui restent en fait sur la liste. Et toutes les autres espèces, c'est des espèces qui sont de toute façon pas chassées parce qu'elles sont tellement rares. Voilà. Simone de Moulin, on l'entend, il y a un Est-ce qu'on n'a pas assez mis l'accent sur justement la protection plutôt que de mettre l'accent sur ça? Voilà. Simone de Moulin, on l'entend, il y a un Est-ce qu'on n'a pas assez mis l'accent sur justement la protection plutôt que de mettre l'accent sur ce qui est régulable ou chassable? Qui peut se suffire à elle-même lorsqu'on est dans un territoire aussi densément peuplé. Il y a des zones de friction, il y a des zones de cohabitation qu'il faut pouvoir maîtriser. Maintenant, sur la biodiversité, on dit c'est un affaiblissement de la biodiversité. Mais prenons le sujet dans son ensemble. Le pastoralisme auquel les troupeaux contribuent, la biodiversité auquel ils contribuent en entretenant les pâturages, permet aussi de stabiliser cette biodiversité, d'avoir dans ces pâturages des papillons, certains insectes qu'on ne trouverait pas autrement. Et puis, j'aimerais quand même dire une chose aussi. Moi, j'aimerais pouvoir continuer d'acheter de l'agneau suisse, parce que je pense qu'en termes de biodiversité, ce sera toujours mieux que d'acheter de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. Et ça, je crois qu'on doit être d'accord là-dessus. Donc, il faut aussi tenir compte de ces arguments et de ces craintes et de ces pressions que vivent les populations rurales qui vivent dans ces montagnes retirées, qui vivent du pastoralisme, parce que ça a aussi un intérêt pour la biodiversité. Christophe Kliva, sans cette loi, on ne mange plus d'agneaux suisses? Pas du tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec, évidemment, ce consommer local où on peut tous se réunir. C'est pas une loi qui est pour ou contre le pastoralisme. On entend beaucoup dire, en fait, ça va régler cette question, ça va régler le problème du pastoralisme. Le pastoralisme, il est en difficulté, pas que à cause du lieu, pour différentes raisons socio-économiques. Ça fait des années que c'est le cas, malheureusement. Ce qu'il faut vraiment insister, c'est que le référendum, ce qui pose problème dans la loi qui a été adoptée par le Parlement, c'est pas la partie sur la régulation sur le loup. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut dire non à cette loi et tout de suite après que le Parlement revienne, rediscute la question de la cohabitation des animaux et le loup, mais n'en profite pas pour diminuer le statut de protection, respectivement, parce qu'on parle du pastoralisme. Il y a un gros problème aujourd'hui. Je ne sais pas si tous les éleveurs se sont rendus compte, mais avec la disposition qu'on propose maintenant, un mouton qui sera croqué par le loup dans un pâturage qui n'est pas protégé, c'est zéro protection. Alors qu'en Valais, on sait qu'on a justement pas mal d'alpages où on ne peut pas, selon les critères de la Confédération, protéger. Il faut absolument aussi, dans cette loi, on pense à indemniser les
les éleveurs qui sont concernés par cette thématique. C'est vrai, il y a certaines indemnités qui sont prévues. On n'aurait pas dû aller plus loin concernant les éleveurs, Simone de Montmollin. C'est-à-dire qu'il y a des indemnités qui sont prévues sur la base, effectivement, de mesures prises, de mesures de prévention prises. Ces mesures, elles devront être prises pour qu'il y ait une compensation, c'est évident. Bon, ça, c'est ce qui est déjà maintenant le cas. Mais juste de dire une chose, c'est que si on ne vote pas cette loi, on va en tout cas pas améliorer leurs conditions. Et si on ne vote pas cette loi, on ne va pas régler le problème que vous soulevez par rapport aux autres espèces telles que le lièvre blanc, brun, on ne vous mettra pas d'accord sur non. le degré de protection de cette loi. On l'a un peu évoqué en première partie de ce débat. C'est la question des cantons. Camille, une des nouveautés de cette loi sur la chasse, c'est que les cantons auraient davantage de compétences au sujet de la chasse. Quelle serait la différence entre ce qui se fait maintenant et ce qui se ferait avec la nouvelle loi ? Bien justement, une nouveauté qui concerne la régulation des animaux protégés, comme le loup et le bouquetin, c'est cette fameuse liste. Et ce qui se ferait avec la nouvelle loi ? Bien justement, une nouveauté qui concerne la régulation des animaux protégés, comme le loup et le bouquetin, c'est cette fameuse liste qu'on a évoquée, que vous avez évoquée pendant le débat. Elle ne donnera plus son autorisation. Du côté des régions rurales et des régions de montagne, on trouve que c'est un point positif finalement de pouvoir régler cette question localement. Les cantons en fait sont les plus à même de savoir ce qui se passe sur leur territoire, mais les opposants craignent, comme vous l'avez dit, Monsieur Clivac, que chaque canton finalement mette trop de pression sur les animaux protégés, qu'on perde complètement la vue d'ensemble. Selon toujours les opposants, les cantons n'ont finalement pas forcément les compétences ni les ressources pour gérer la régulation des espèces protégées. Merci pour ces précisions. Alors Christophe Clivat, on ne peut pas faire confiance aux cantons. Vous parliez du Valais avant. Alors, je pense que la sensibilité par rapport à la question de la protection, notamment des grands prédateurs, elle est très différente d'un canton à l'autre. Mais c'est clair que je viens d'un canton où on sait très bien que la sensibilité, elle est faible, que beaucoup d'élus et de chefs de service sont pour un Valais sans prédateurs. Et c'est clair que si on donne la possibilité au canton de gérer comme il l'entend, ce qu'on risque, c'est de la poursuite de finalement la politique qui a été menée ces dernières années, où finalement, par rapport à, on a encore eu des émissions de mise au point l'année passée ou cette année dernièrement, qui concernent qui concerne le bracolage. Qui concerne le bracolage, mais on montre bien qu'il y a une sensibilité qui est faible. On montre bien que jusqu'à maintenant, et d'ailleurs ça a posé des problèmes pour moi aussi pour les éleveurs, parce que le canton n'a pas suffisamment. Sa tête, c'est clair, le Valais, il doit être sans prédateur. James de Rivas, c'est une crainte fondée ? Non, c'est une crainte totalement fondée, avec une reprise d'arguments qui ont été mis en avant dans mise au point par une campagne totalement orchestrée. Bon, ça c'est votre avis. C'est notre avis. Oui. Par contre, oui. La problématique, elle est la suivante. Chaque canton a une problématique différente. Je ne pense pas, par exemple, que ce soit intéressant pour le canton de Zurich de gérer la chasse au bouquetin. D'accord ? Par contre, pour le canton du Valais, c'est quelque chose d'important. Chaque canton a sa spécificité et doit pouvoir faire des réglages qui sont propres à leur canton. Et pour preuve, pour vous contredire, le canton de Fribourg, il y a quelques années, ont interdit la chasse à la marmotte. C'est la preuve que les cantons sont aujourd'hui assez grands, assez intelligents pour prendre et mettre en place les mesures qui s'imposent pour protéger la faune et la biodiversité. Sarah Pearson-Perez, c'est quand même dur envers les cantons. C'est pas eux qui sont les mieux placés avec justement ces différences de réalité. Ça dépend de ce qu'on regarde. Je veux dire, c'est sûr, c'est que les cantons, ils n'ont pas la vue d'ensemble en fait pour la population. J'ai déjà dit avant, et ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on est là. Ils n'ont pas la vue, c'est comme ça. Ils n'ont pas la vue d'ensemble. Le loup ne s'arrête pas à la frontière du Valais, heureusement, parce que sinon il ne serait plus là. Mais donc, non, ils n'ont pas la vue d'ensemble des populations. Et on parle en fait quand même d'espèces où on a très peu d'individus. Donc le loup, on parle d'environ 80 à 100 individus. Donc en fait, on est dans des toutes petites populations. Il faut savoir d'un point de vue biologique que si on n'arrive pas à assurer qu'il y ait un certain renouvellement de population-là, en fait, elles vont disparaître. Donc c'est pour ça que c'est absolument absurde que pour des espèces qu'on dit protégées, en fait, il n'y a pas une vue d'ensemble qui est assurée par la Confédération. Simone de Montmollin, les regards se tournent souvent vers le Valais concernant la régulation de la chasse. Il y a des cas, on le citait, de braconnage qui ne sont pas permis par la loi, mais qui se passent quand même de temps en temps. Est-ce que ça ne montre pas que les autorités cantonales peuvent être dépassées, voire que parfois elles potentiellement ferment les yeux ? Déjà, une personne malveillante qui veut contourner la loi contournera n'importe quelle loi, quelle qu'elle soit. Donc les braconneurs, hélas, si ils doivent braconner, ils le feront
indépendamment de la loi qu'on votera. Donc on ne fait pas une loi pour imaginer qu'elle sera contournée, on l'a fait dans l'intérêt général et on ne fait pas une loi pour un canton ou contre un canton en particulier, on fait une loi pour l'ensemble des cantons suisses qui sont tous concernés, comme l'a dit mon préopinant, diversement et qui ont tous des réalités qui doivent pouvoir être mises en œuvre correctement. Et je répète, les lois cantonales pourront prendre en considération les réalités du canton, la sensibilité des cantons pour que les procédures puissent être mises en place dans l'application de cette loi qui n'est pas moins restrictive que celle qui existe aujourd'hui. James de Riva, rapidement sur les cantons. En qualité de chasseur et par rapport à ce qui a été dit en face, je ne suis pas d'accord qu'on associe les braconniers à la chasse. Les chasseurs dénoncent tout acte de braconnage, donc il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Oui, on est tous d'accord. On le voit, cet objet de votation est hautement émotionnel. Simone de Montmollin, on le disait, chaque canton a sa réalité. Est-ce que vous craignez pas un clivage ville-montagne, finalement, dans cette votation? Mais j'aimerais pas. Je pense que la ville a besoin de la montagne, la montagne a besoin de la ville. J'ai beaucoup de concitoyens genevois qui adorent aller à la montagne, et en particulier en Valais, et qui y sont souvent, qui profitent de ces paysages magnifiques, de ces pâturages aussi, et qui aujourd'hui ont une sensibilité peut-être de citadin par rapport à la question, que je peux tout à fait admettre, mais je pense qu'il est de notre devoir aussi de faire prendre conscience que les réalités de ces populations rurales, je le répète, ce n'est pas qu'à cause du loup ou pour le loup, elles doivent être prises en considération, et comme ce serait malvenu que des cantons citadins qui ne sont pas tout à fait confrontés aux mêmes réalités aient des leçons à donner à ceux pour qui cette loi est importante. Christophe Clivat, on risque de voir la volonté des villes imposée aux cantons qui sont finalement réellement concernés? Alors déjà, vous avez bien choisi vos invités puisque vous avez pris quelqu'un de Genève pour défendre la loi et quelqu'un de la montagne. C'était tout réfléchi. Voilà, effectivement, donc je pense que ça va déjà un petit peu équilibrer. Non, on risque quand même, faut pas trop se leurrer, je pense qu'on aura quand même une différence probablement, sensibilité. Je pense qu'on le sent même, je veux dire, en vallée, entre le résultat qu'il y aura dans les villes et puis dans les villages des vallées. Je pense qu'on aura certainement un pourcentage qui sera différent. C'est un sujet émotionnel et ce qui me surprend aussi un peu, c'est que en vallée, c'est vrai que c'est lié à la thématique du loup. De nouveau, on doit toujours essayer d'expliquer quand on est contre la loi que c'est pas ça le problème, mais je me rends compte que c'est quand même un thème aussi qui touche beaucoup la Suisse en général. Je pense là derrière il y a quand même il y a la question de rapport qu'on a à la nature, aux animaux, et que finalement tout le monde se sent assez directement concerné par ça. C'est pour ça que ça prend assez vite au trip, où c'est assez émotionnel. Ouais. Sarah Pearson-Perea, justement, comment vous expliquez cet objet tellement émotionnel? Même si on ne sait pas vraiment de quoi on parle, tout le monde a un avis ou est attentif à ce qui se passe au niveau de la chasse. Bon, parce qu'on parle d'animaux? Oui, on parle d'animaux, on parle de loups, on parle de chaperons rouges. Voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est dans le collectif, on a des images qui sont associées à ça. Mais ce que j'aimerais surtout dire, c'est qu'en fait, justement, on devrait dépasser cette discussion du loup, parce que vraiment, cette loi, ce qu'elle touche, c'est quelque chose d'autre. C'est pas le loup, c'est pas la problématique du loup qu'elle arrivera à résoudre. C'est qu'elle affaiblit, comme j'ai déjà dit, et je le redirai, et je le répéterai jusqu'au 27 septembre, c'est qu'elle affaiblit simplement et purement la protection des espèces en Suisse, et c'est pas pour rien qu'on a fait un référendum. Donc, j'aimerais juste que ce soit clair pour tous les auditeurs que c'est vraiment le cas. James de Riva, donc c'est pas que le loup, justement. Est-ce c'est devenu trop émotionnel, ce débat, en le focalisant sur le loup? C'est clair que c'est très très émotionnel, et comme le disait M. Clivat, en Valais, c'est très émotionnel. Pourquoi aussi les chasseurs se sont sentis un petit peu perturbés par certains reportages qu'il y a eu, et les chasseurs ont un grand déficit en termes de communication aujourd'hui. Permettez-moi de préciser à toutes les auditrices et tous les auditeurs ce qu'est réellement un chasseur, tout ce qu'il fait durant l'année. Durant l'année, il observe toute l'année le gibier pour voir s'il y a des soucis, il observe les biotopes, il développe des concepts pour protéger les animaux durant l'hiver contre les autres utilisateurs de la nature, il remet en place des dégâts. Et en fait, le chasseur, il ne faut pas voir chez le chasseur que sa qualité de régulateur. Sa qualité de régulateur, c'est 1 à 2% de son activité annuelle. Tout le reste de l'année, c'est un réel protecteur et un promoteur de la biodiversité et de la nature. Une mauvaise image parfois du chasseur. Christophe Clivat, est-ce qu'il faut comprendre, parce que vous vous opposez à cette nouvelle loi, que vous êtes contre les chasseurs? Mais non, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est pas une loi pour ou contre la chasse. Ouais. Moi, j'ai aucun problème avec la chasse. Je trouve, pour dire les choses franchement, un petit peu fou la solution. Je le vois, c'est le peuple qui l'a décidé, ou finalement, il faut engager
engager il faut engager des garde-fous pour faire. Le chasseur a un rôle à jouer clair dans les régulations. Donc c'est vraiment pas une loi où on se dit tiens on va se prononcer pour ou contre la chasse. Les chasseurs, et je suis tout à fait d'accord avec M. Deriva, la plupart des chasseurs, il n'y a aucun problème. J'ai plein d'amis chasseurs. Il y a même des élus verts qui sont chasseurs. Donc je veux dire ça fait partie. C'est vraiment pas une loi pour ou contre les chasseurs. L'ami chasseur. Hein. L'ami chasseur. On va faire dernier tout petit tour de table. Sarah Pearson-Perret, rapidement, si la loi passe, quelle est votre plus grande crainte? Quelle est votre plus grande Moi, je crois que je l'ai déjà dit assez souvent. Ma plus grande crainte, c'est vraiment qu'on ait un affaiblissement en fait, de la protection des espèces et puis qu'on ne va pas dans le bon sens pour la protection de la biodiversité en Suisse. James Deriva, en quelques mots, si elle passe pas, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain pour les chasseurs? Il y aura un changement pour vous? Sur le terrain, il est évident qu'il y aura un changement en ce sens où justement la situation sur le terrain, la situation des cheptels, la situation des grands prédateurs a évolué et il y aura une évolution certaine sur le terrain pour les chasseurs qui devront s'adapter. Et le gros souci que j'ai quand on voit qu'il a fallu 10 ans depuis la motion Fournier pour arriver à une loi aujourd'hui en 2020, le grand souci que j'ai et la question que je pose aux parlementaires, à M. Cliva qui dit qu'il faut revoir, combien de temps allez-vous mettre pour mettre quelque chose qui tienne la route? Je vais leur poser la question. Christophe Cliva, qu'est-ce qu'on fait J'espère que le non l'emportera le 27 septembre et en décembre, des motions seront déjà déposées pour que, et je m'y engage, pour qu'on ne remette pas le dossier dans le placard, qu'on garde les éléments qui, de notre point de vue, ne posent pas de problème et puis qu'on travaille sur les éléments. Et on se donne rendez-vous en 2030. On espère avant. En 2021, on ne repart pas pour un tour parce que ça fait 10 ans que ça dure. C'est une mission du Conseil fédéral de nous avoir proposé cette loi. Le Parlement a bien travaillé. Mais surtout, ce que je regretterais, c'est que toutes les mesures de la Confédération qui vont venir en soutien financier au canton pour les mesures de prévention, de surveillance, d'accompagnement, celles-ci, elles échapperont. Et pour Genève, c'est très important en ce moment. Dernier mot, Christophe Cliva, parce que les partisans ont commencé très très rapidement. Si ça passe, vous tenterez d'agir sur l'ordonnance. Vous avez cette possibilité? L'ordonnance, elle a déjà été mise en consultation, donc ce sera effectivement extrêmement difficile, je dirais, de revenir en arrière et ce sera un nouveau dispositif légal, y compris l'ordonnance, qui seront en vigueur pour les prochaines décennies. Eh bien, merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. On rappelle que les Suisses devront se prononcer sur ce sujet et bien d'autres le 27 septembre prochain. Sarah Pearson-Perret, Simone de Montmolin, James Deriva, Christophe Cliva et Camille Degotte aussi à Berne. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Forum, Renaud Malik, Tania Zaspinard. À 18h52, on va retrouver l'invité du Forum des idées,